Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. On a dit que vous étiez le roi des photos parfois volées. Ce que vous n'avez pas volé en revanche, c'est votre réputation de roi des paparazzi. Un travail de bénédictin récompensé par une exposition qui fait de vous un artiste au sommet et pas seulement de son art. Bonjour Daniel Angéli. Bonjour. Alors, vous êtes effectivement le roi des photographes. On va parler d'une époque qui est celle des paparazzi et de toute votre carrière. Et aujourd'hui, et jusqu'à la fin du mois de janvier, il y a vos photos qui sont exposées sur le toit de la Grande Arche de la Défense. Et on va en parler parce que c'est des photos de célébrités. Mais le principe de l'émission, c'est de vous raconter à travers des dates clés. Et la première date clé que j'ai trouvée pour vous, Daniel Angéli, c'est le 3 juin 1962, à Orly. Il y a un accident d'avion particulièrement dramatique. Oui, c'est vrai. J'étais à l'époque à l'agence d'Almas qui avait des bureaux. Et un avion s'écrase en bout de piste sur Villeneuve-le-Roi, je crois. Oui. Voilà. C'était un Boeing qui partait pour Atlanta qui s'appelait Château de Sully. Oui. Et vous étiez là. Oui. C'est-à-dire que j'étais là par hasard. J'étais pas. J'ai mis. Et comme ça a été très gardé, l'accident lui-même, par la gendarmerie, enfin la police, j'ai mis une cote de l'aéroport de Paris. Ça m'a permis de faire quelques photos, voilà. Et des photos difficiles à montrer ensuite, parce que même c'était dur. Il y avait des morts, il y avait des gens traumatisés. Oui, mais j'avais des images, si vous voulez, un des réacteurs qui était resté sur la piste, vous voyez, ce genre de choses. Les débris humains, j'ai pas photographié. J'ai quelques photos vues de loin, où on voyait des brancards, mais voilà. Mais c'est des photos qui sont parues à la une des journaux du monde entier. Ensuite. Ah oui, à l'époque, ça a fait... parce que dans l'avion, je crois qu'il y avait que des Américains. Je me souviens plus de... Mais je crois que le problème était aussi un petit peu le fait qu'un avion d'Air France transportant des Américains, ça avait fait beaucoup de bruit. Et à l'époque, vous aviez un petit appareil exprès un Leica que votre père vous avait offert, je crois. Exactement. C'était vraiment un appareil de fortune. Et en fait, j'ai débuté dans cette agence, au tout début, au laboratoire de l'agence d'Almas de Polignac. Qui était une agence, la première agence de photo-magazine. Oui. Il y en avait 2 ou 3 à l'époque. Et j'ai débuté le même jour que Raymond Depardon. Oui, qui est devenu un de vos grands copains. Et le laboratoire s'appelait, je crois, Photodal. Photodal, exactement. Et Raymond Depardon, lui, était totalement inconnu. Et vous passiez votre temps à vous voir et à rêver de devenir des témoins du monde. On faisait une rubrique pour les quotidiens, genre l'arrivée de l'hiver, genre là, quoi, avec Raymond. Pour un monsieur... Je me souviens de son nom qui s'appelait Monsieur Boll. Voilà. On faisait des concours ça tirait en 55 pour les quotidiens de province. Et quand on approchait les 55, 54, c'était... avec Raymond, on se disputait pas ce principe, mais on se disait, tiens, hier, j'ai fait 54 parutions, voilà. Et alors Raymond Depardon ensuite a débuté dans la photo et au cinéma, et il y a un film qui est resté célèbre où Jacques Chirac verse de l'eau dans un pot de fleurs pendant une campagne électorale. Ça a marqué beaucoup la carrière de Depardon. Oui. Non, c'est-à-dire que Raymond, il a choisi le news, et moi je m'intéressais beaucoup plus au people, voilà. Alors, c'était effectivement une passion de toujours. Avant d'aller dans ce laboratoire, je crois que vous avez démarré à Jour de France comme assistant photographe. Oui, et alors, je suis resté très peu de temps parce que j'étais assistant photographe de gens comme Tikhomirov qui faisaient de la mode, etc. Et c'est à l'époque, je crois, Minquès qui était le chef du service photo. J'étais trop jeune j'avais 16 ans,
poursuivre les photographes de Jour de France. Oui, car Jour de France était à l'époque un grand magazine dirigé par Marcel Dassault qui veillait à tout, qui payait très bien les gens. Il y avait le Jour de France, il y avait un grand hall et les photos de une étaient faites dans ce hall par des photographes. J'ai beaucoup travaillé pour Jour de France, mais plus tard, beaucoup plus tard. Alors, effectivement, vous aimez les stars et lorsque vous êtes à Orly, en fait, vous avez été affecté pour photographier les stars qui arrivent et qui partent de Paris. C'est-à-dire que ça va de Jean Marais à Jean Cocteau. C'était une chose un petit peu de la pub pour Air France, quoi. Voilà. Et effectivement, c'est l'époque où il n'y avait pas de problème, où les stars, on pouvait les photographier sans le moins de problème. Oui, dans la généralité, oui. Alors, il se trouve que, bon, à l'époque, on n'imagine pas ce qu'était de développer les photos, mais on les développait dans des petits laboratoires. Ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Oh là, c'est une époque complètement terminée. Non, on avait un grand labo. L'agence Dalmas se situait rue de Richelieu, dans les 2 derniers étages d'un journal qui s'appelait L'Aurore. Voilà. Et donc on avait le Photodal, c'était un grand labo. Oui, et en même temps, il fallait des heures, quelquefois des bains, pour développer les photos. Mais c'est rien à côté de la télévision, où lorsque les premiers journaux télévisés ont existé, pour développer les films, on prenait des boîtes de petits pois à la cantine, on mettait le film dessus pour le développer. Oh là. C'était une autre époque. Alors, c'est vraiment une passion pour vous, la photo, que vous découvrez à cette époque. Oui, c'est-à-dire que je découvre les images faites au Festival de Cannes par des photographes comme Christer Kindal, enfin de l'époque des grands photographes de l'agence Dalmas, Jean-Paul Pradier, enfin tous ces gens-là. Et je rêve d'aller à Cannes, et d'ailleurs plus tard j'en ai fait une 30aine. Voilà. Et à cette époque, votre premier reportage, eh bien, il est lié à ces 2 stars. À quoi ça sert l'amour? Oui. On raconte. Non, Edith Piaf ah oui. Edith Piaf et Théo Sarapo, c'est votre premier reportage. Oui, oui. Comment ça s'est fait? C'est mon premier reportage réussi et qui a fait un peu de bruit. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous arrivez pour photographier? J'ai raté l'arrivée. J'avais l'adresse du studio d'enregistrement. Et puis, je me suis aperçu d'un seul coup qu'ils descendaient de la voiture. Je les avais de dos, donc je me suis dit, c'est foutu, il va falloir que j'attende la sortie. Et sur ce, Théo Sarapo est venu me disputer, en disant, vous pouvez pas nous laisser tranquille, etc. Les paparazzi. Alors, je lui explique, je suis un jeune photographe de l'agence Dalmas, et ma mission était de faire une photo d'Edith, parce qu'on sait qu'elle enregistre. Eh ben, vous avez qu'à rentrer la faire. Et il m'a mis devant la môme, et pareil, je me suis fait un petit peu disputer. Qu'est-ce que vous voulez? Et je lui dis, Madame, si vous pouviez faire semblant de chanter. Et là, elle m'a dit, je ne sais pas faire semblant. Elle a claqué des doigts. Il y avait son chef d'orchestre qui était là. Et je me souviens du titre de la chanson, c'est Je sais comment. Ouais. Et elle vous a chanté cette chanson. J'ai fait mes photos. Et à la fin de la chanson, je pensais qu'à une chose, c'était m'en aller. J'étais terrorisé. Et effectivement, elle adorait la presse. Quand elle avait un scoop à donner à des journaux comme France Dimanche, elle appelait elle-même en donnant l'information, moyennant une rétribution. Oui. Et le reportage était bon pour sa promotion. C'était aussi une reine du marketing. Oui. Alors, il y a aussi dans vos premiers scoops, et c'est présenté dans les photos à l'agent sur le toit de l'Arche de la Défense, c'est quand vous apprenez en 67 que la cité Falguière, qui est la cité des peintres de Montparnasse, va être détruite, Daniel Angéli. Oh, vous avez ces informations-là? Oui, c'est... Oui, j'ai appris par la préfecture de police de Paris, où j'avais un ami, Pierre Clair, je me souviens de son nom, qu'ils allaient raser la cité des peintres. Et j'ai fait la démolition. Il y avait encore marqué ici, sur les vécures, ici vécurent Soutine, Modigliani, Picasso, enfin, etc. Voilà. Et il y avait aussi Fujita, dont vous avez fait l'une des dernières photos. Alors, Fujita, c'est une rencontre. Et il est allé peindre une chapelle à Reims, je crois.
Et il m'a permis de le suivre pendant une semaine. Et Fujita a été un des grands peintres des années folles. Fujita, d'ailleurs, ça se traduit en français par héritier de la paix. Et Oui. c'était un des plus grands artistes photographes et qui avait compris les ressorts de la célébrité. C'est-à-dire qu'il savait exactement comment il fallait manœuvrer pour être reconnu. Oui, ben d'ailleurs, il m'avait autorisé ce rendez-vous avec une journaliste, Irène Français, je me souviens de son nom. Et on est resté longtemps avec lui et on l'a fait dans sa demeure. Dans la banlieue parisienne, je sais plus où il habitait, mais on avait lié amitié. Voilà. Mais effectivement, pour un jeune journaliste, rencontrer des gloires des années folles, ça devait être un moment très fort, Daniel Angeli. Pour nous, oui. Puis enfin, moi, je débutais. Si vous voulez, je pensais pas. C'est Irène Français qui avait traversé la route de Fujita à une expo, qui avait demandé ce rendez-vous. Donc, plus tard, j'ai fait des peintres comme Buffet, enfin, etc. Mais c'était pas mon axe. Moi, je voulais aller à Cannes. Voilà. Et vous êtes allé ailleurs. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 12 mai 1971. À tout de suite sur Sud Radio avec Daniel Angeli. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, Daniel Angeli. On vous appelle le roi des paparazzi. Et les photos, on les voit aujourd'hui sur le toit de l'Arche de la Défense, une exposition de photos de votre carrière. Votre carrière qui est aussi liée à une date, le 12 mai 1971. Ce jour-là, il y a un mariage à Saint-Tropez, le mariage de cet homme, de ce chanteur, de cet artiste mythique. D'accord. Le mariage de Mick Jagger. On parle de Mick Jagger, oui. D'ailleurs, le nom roi des paparazzi, je le dois, je me souviens plus de son nom, au directeur de photo, le journal Photo, qui m'avait fait un portfolio sur quelques reportages que j'avais faits, en titrant Le roi des paparazzi. Et ça m'a toujours collé. C'est à cause de lui. Voilà. Alors, donc, le 12 mai 71, à Saint-Tropez, il y a le mariage de Mick Jagger avec Bianca. Oui. Et bon, le matin, il y a le mariage à la mairie avec le maire Marius Astezan. Là, Oui. tous les photographes sont là. Puis après, C'est la fête. C'est la fête. Et là, il n'y a plus question d'avoir des photographes. Non, c'est-à-dire, j'ai réussi tard dans la soirée, après, je crois qu'il a donné un mini-concert. Et je suis rentré, j'ai fait quelques photos au jugé, dont une très belle où on voit Mick Jagger assis, tenant un de ses musiciens, la tête sur ses genoux, et en bas, une paille avec un peu de poudre. On vous appelait ça le club des allongés, je crois. Voilà. Et c'est vrai que s'introduire dans un mariage discrètement, bon, aujourd'hui ce serait carrément impossible, mais c'était déjà pas facile à l'époque, Daniel. Oui, il y avait déjà des gardes du corps, oui, bien sûr. Et comment on fait dans ces cas-là? On a attendu, j'ai attendu très tard, et puis après, les gardes du corps, ils avaient faim, ils étaient allés fumer ou quelque chose. Bon, l'entrée était libre, je me suis dit, j'y vais, quoi. Voilà. Alors Bianca Jagger, à l'époque, bon, il avait rencontré cette femme après une relation tumultueuse avec Marianne Faithfull, Mick Jagger. Elle venait du Nicaragua. Elle a dit que mon mariage a pris fin le jour de mon mariage. Et aujourd'hui, elle vit à Londres où elle a une fondation. Ah oui? Oui, Je savais et pas. une fondation pour les droits de l'homme. Et Oui. à Londres, son bureau est chez elle, ce qui lui a permis de continuer à travailler pendant le confinement. Ah, très bien. Et Bianca Jagger était à l'époque une femme magnifique. Magnifique, et qui a failli épouser Barclay aussi. Voilà. Et en même temps, c'était des gens mythiques. Et Mick Jagger avait une force, une énergie qu'il a toujours aujourd'hui. Oui, incroyable. Ils sont toujours là, c'est Voilà. vrai. Et vous aviez parlé avec Mick Jagger, il vous a reproché cette photo ou pas du tout? Non, alors, c'est très drôle parce que j'ai fait leur arrivée. Il y avait un héliport à Saint-Tropez. Je l'ai fait arrivant guitare sur à l'épaule. Il m'a vu, mais rien. Puis je suis monté à l'hôtel Byblos où ils étaient pour essayer d'avoir une photo. Et à un moment donné, il m'a vu.
Et au moment où je fais la photo, il m'a fait un doigt comme ça, sans me regarder. Et cette photo, bon, aujourd'hui, elle est magnifique, quoi. C'est vraiment Et après le mariage, il y avait plusieurs photographes. La sortie du mariage et la fête s'est finie au-dessus du Café des Arts. Voilà. Alors, la Saint-Tropez, c'est aussi Brigitte Bardot que vous avez rencontrée. Voilà. Et là aussi, vous avez créé des liens avec elle petit à petit, Daniel Angeli. Alors, c'est-à-dire que j'ai participé pour Gala à l'époque à une émission. Au début, j'étais avec les autres. On y était devant son ponton, 5-6 photographes, bronzés que jusque-là, et on attendait. Et quand elle sortait, elle faisait semblant de ne pas nous voir. Voilà. Et plus tard, j'ai fait une émission je travaillais pour une émission de radio qui était subventionnée par Gala. Et on a reçu Vadim et Bardot à cette émission. Ça m'a permis de parler avec elle, de sympathiser. Puis il y a pas longtemps de ça, il y a 1 an, 2 ans, 1 an ou 2 ans, une photo d'elle sur son ponton s'est vendue aux enchères pour sa fondation. Une photo qui était peinte par ma fille en plus, et qui a été mise aux enchères, qui est partie pour, je crois, 7 ou 8 000 euros. Et cet argent était allé à la Fondation Bardot pour les animaux. Et il y a aussi, à cette époque-là, les grandes fêtes de Saint-Tropez, celle d'Eddie Barclay. Alors, il a acheté une maison, la maison du Cap. Il fait des soirées blanches où, quand il fait une soirée blanche, il n'y a plus un costume blanc à vendre quelque part en France. C'est des soirées aussi étonnantes qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui, Daniel Angeli. Oui, je pense que il y a peut-être des fêtes encore en mémoire d'Eddie, mais les grandes fêtes d'Eddie Barclay, j'ai été son photographe pendant 5 ou 6 ans. On faisait la liste des invités ensemble, etc., etc. Et il n'y avait pas que les fêtes Barclay, il y avait... J'ai rencontré beaucoup de monde à des déjeuners. Il faisait tous les jours un déjeuner à Albert de Monaco, enfin, etc. Ça nous permettait, à l'époque, de travailler. Andanson et moi, on travaillait pas on était amis ennemis. James Andanson était un des grands photographes aussi de l'époque. Vous étiez à ces déjeuners. Moi, je me souviens du déjeuner des 65 ans d'Henri Salvador, donc chez Eddie Barclay. Je me souviens de ce déjeuner à l'envers. C'est-à-dire qu'on avait commencé par le dessert et on finissait par l'entrée. Oui. C'était aussi... Je me souviens de ça, oui. Voilà. Et vous étiez là parce que finalement, Barclay, comme les autres, avait confiance en vous. Et ce qui est difficile pour un photographe paparazzi, c'est de créer cette confiance, Daniel Angeli. Oui, mais plus que ça, on a créé une petite société, Caddy, de presse, qui a duré 4 ou 5 ans, voilà quoi. Il y avait aussi les photos inventées. Je crois qu'un jour, pour les magazines, vous avez, avec Eddie et avec d'autres, créé des histoires pour faire la photo. Oui, c'est-à-dire que... mais ça, c'était dans la bande à Barclay, hein. Oui. Ça restait entre Collaro, Carlos, enfin, etc. Voilà. Et alors, il y a quelqu'un aussi qui a compté, c'est Michel Morgan, et vous l'avez photographié, la photo existe donc dans cette exposition, après l'incendie de sa propriété, ce qui était, c'était quelque chose d'étonnant. Oui, puis on l'a fait souvent, marchant sur le port, allant au marché, etc. Mais ce que vous dites est vrai. Sa maison était en train de brûler. Il y avait les pompiers, elle était dehors. Et on a fait une série. James et moi, d'ailleurs, on est ensemble. Oui, il faut savoir aussi qu'à l'époque, les stars laissaient les photographes entrer dans leur maison, mais quand ils ont compris que le fisc commençait à lire les journaux, l'interdiction a été faite d'entrer dans les maisons des stars. Oui, vous devez parler de l'année où les murs qui sont au bord de la... c'est-à-dire que les gens ouvraient leur maison sur la mer. Oui. Et ils étaient sur un passage interdit, puisque le littoral,
on devrait n'importe qui devrait pouvoir le suivre à pied, voilà. Oui, mais en même temps, autant dans les années 60-70, les stars vous accueillaient chez elles, autant après, il fallait louer des hélicoptères pour faire des photos de maisons de stars. Oui, pas toutes, mais bon. Non, moi, je me souviens de ce problème-là. C'était sous Mitterrand, où toutes les propriétés ont dû retirer les murs qu'ils avaient mis trop bas, plantés sur la mer, dont les pontons qui sont chez Brigitte, d'ailleurs. Voilà. Et il y avait des stars françaises et des stars américaines, car lorsqu'on voit votre exposition, il y a aussi bien Frank Sinatra, Ryan O'Neal, Tony Curtis, qui posent vraiment pour vous. Oui, mais alors, eux, c'était en bateau. Ils venaient en bateau. Donc, nos points de repère, James et moi, et d'autres photographes, étaient les plages connues, le Club 55, la Voile Rouge, Paul de la Voile Rouge, enfin, etc. Et c'est comme ça qu'on pouvait les faire, dans la généralité. Et ces photos sont entrées dans la légende. Et il y avait l'été Saint-Tropez et l'hiver Gstaad en Suisse, qui était la station fréquentée par les familles royales et les grandes stars, où vous avez aussi bien bu un pot avec Richard Burton que photographié Elisabeth Taylor en train de danser. Oui. Alors, c'est vrai, ce que vous dites là, j'ai organisé ma vie comme ça. J'allais là où les stars allaient. C'est-à-dire, l'été, on était à Saint-Tropez, l'hiver, on était à Gstaad et Saint-Moritz. Et ça nous permettait Et il n'y avait pas... Ils étaient approchables à cette époque-là. Aujourd'hui, il y aurait 4 attachés de presse, 10 gardes du corps, enfin bon... Mais c'était fascinant de les rencontrer. Et encore une fois, il y avait cette confiance que vous aviez avec eux. Oui, ils posaient en général. Hein. Et ils posaient avec plaisir parce qu'ils savaient que ça fait partie de leur communication. C'était un artisanat. Bien sûr. Et comment on faisait pour gagner leur confiance, Daniel Angeli? On allait simplement, je me souviens d'avoir demandé un rendez-vous à Dustin Hoffman, qui a posé pour moi avec sa femme sur la plage, ou d'autres, des photos volées dans un bateau, mais sachant, nous voyant, les gens posaient quand même, quoi, voilà. Et on avait surtout l'habitude de faire un grand monsieur d'Italie, monsieur Agnelli. Oui, ça, on va en reparler tout à l'heure avec une autre date. Et une autre date, justement, c'est le 28 septembre 1995. Elle est importante dans votre carrière. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Daniel Angeli. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Daniel Angeli. Il y a donc cette exposition sur le toit de l'Arche de la Défense où vous exposez 200 photos de votre carrière de paparazzi. Et si j'ai choisi le 28 septembre 1995, c'est parce que c'est l'une des rares fois où on vous voit à la télévision dans cette émission. Envoyé spécial consacre une soirée à la presse people en plein développement depuis la naissance de Voici quelques années plus tôt. Ça s'appelle Tant qu'il y aura des stars et vous êtes interviewé, ce qui est plutôt rare à la télévision jusque-là. On s'intéressait pas à vous, Daniel Angeli. Oui, je me souviens plus. C'était un Corse qui m'avait interviewé et suivi sur 3 ou 4 reportages. Voilà. Et vous dites que cet été à Saint-Tropez, il y a des gens qui ne sont pas contrôlables, qui sont là pour l'appât du gain. Et petit à petit, on découvre vraiment les paparazzi qu'on croyait connaître avec le film de Fellini, La Dolce Vita. Voilà, oui. C'est aussi le film de Fellini qui m'a donné envie de faire ce métier. Hein. Ce film était mythique. Oui. Vous l'avez vu enfant, vous étiez fasciné par ce film? Non, je l'ai vu, je crois, l'année de sa sortie. Oui. Oui. Fasciné par Mastroianni, par l'ambiance du film, enfin, etc. Quoi. Alors, il paraît que le mot paparazzi serait une contraction entre papatacci, qui sont les moustiques de la plaine du Pô, et razzi, éclair du flash. Voilà. Et on dit aussi que la pratique des paparazzi pourrait remonter au début de la photographie. Nadar aurait été un des premiers dans son atelier parisien. Il faisait les portraits de ses amis en se cachant. Oui, mais je comprends. Parce que, si vous voulez, une photo posée, par exemple, je fais une photo de vous, vous allez prendre une attitude.
qui n'est pas naturel. C'est-à-dire que les photos au télé faisaient qu'on avait des séries de grands personnages, comme celle d'Agnelli plongeant dans la mer, etc., qu'on n'aurait jamais fait si nous avait vus. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que la presse People, elle est née, et les ennuis des photographes et des journaux est né lorsque Georges Pompidou a fait passer en 72 une loi sur la protection de la vie privée. Et ça a changé la vie des photographes, Daniel Angeli. Oui, quelques procès. Oui. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait faire ce qu'on voulait. Oui, c'est-à-dire, ça n'a pas changé grand-chose. Hein. Nous, James et moi, par exemple, on a continué à faire notre métier. J'ai dû essuyer 2 à 3 procès, avec la famille de Monaco, d'ailleurs. Mais en fait, on n'a pas changé vraiment, quoi. Mais puis, et puis, il faut dire une chose, c'est que si mon expo de la Grande Arche, on y voit plus de rendez-vous que de planques. On appelait ça les planques, parce qu'en général, on sympathisait avec les gens qu'on faisait. Voilà. Alors, il faut savoir que cette presse People, d'ailleurs, People au départ, c'est pas du tout un mot courant, c'est un journal américain qui était un magazine sur les stars, mais un magazine qui est né en 74 avec Mia Farrow sur la couverture, et le mot a évolué pour devenir People en France, mais ça n'avait rien à voir avec les gens, comme on disait à l'époque. Oui, c'est-à-dire, je savais pas ça. Alors, ces photos, effectivement, que vous prenez avec des planques sont payées très cher, mais elles demandent des efforts considérables, car le métier de paparazzi, on ne le sait pas, ce sont des heures et des heures, parfois des journées et des nuits de planques. Oui, d'attente, et puis on réussissait pas toujours. Hein. Je veux dire par là que c'était pas... C'était difficile de faire une bonne série qu'aurait acheté Match ou Voici à l'époque. Bon... Puis, au début, les prix n'étaient pas si hauts que ça. C'est-à-dire, par exemple, je faisais souvent la rubrique d'Edgar Schneider. Dans Jour de France. C'était payé très peu, quoi. On avait quand même du mal à vivre, quoi. Et après est né Voici, et tous ces journaux de même catégorie, et là, les prix ont monté. Voilà. Oui. Comment avez-vous débuté, justement, ces planques? Comment c'est venu l'idée et quelles ont été vos premières planques? Parce que vous avez été aussi le pionnier du genre, Daniel Angeli. Oui, c'est-à-dire en fait, que le chef du service photo de chez Dalmas s'appelait Claude Estenberger, vous avez dû le connaître, voilà. M'envoyait faire là une première à l'Olympia de Brel ou Brassens à Babino, parce que j'habitais rive gauche, et on y trouvait des gens, et je me suis dit un jour, je vais les suivre et essayer de faire une série de leur vie. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Mais je copiais tout simplement le film de Fellini. Voilà. Mais en même temps, vous avez ouvert le voie à plusieurs générations de paparazzi. C'est devenu... Puis j'étais pas tout seul, vous savez bien. Oui, mais en même temps, vous êtes le premier à l'avoir fait. Oui, allez, on va dire oui. Mais je crois que James et moi, on a commencé ensemble, ou un monsieur qui s'appelait Coruzzi, qui était un Italien, parce qu'il y a des Italiens qui montaient à Paris. Il y avait Giovanni Coruzzi qui était un photographe qu'on voyait dans toutes les salles, James Anderson aussi qui faisait ses plaques, et il faisait les tournées des stars qui l'accueillaient, et je sais que Charles Aznavour l'accueillait toujours en l'appelant En dansons joue contre joue, en souvenir de sa chanson Dansons joue contre joue. Alors, c'est drôle parce que des fois il y avait des saisons qui étaient meilleures que d'autres, c'est-à-dire plus de personnages, etc. Et comme il y avait des saisons creuses comme celle de l'année de Mitterrand, où bizarrement pas d'Américains, personne. Alors on allait taper à la porte d'Aznavour 3 fois, 4 fois dans la saison, et il disait mais encore vous. Bon, je vais faire semblant de me noyer, par exemple. Vous voyez,
Charles, il y a des gens qui nous recevaient automatiquement. Il y avait Gunther Sachs, qui avait les tentes de Persépolis installées à Saint-Tropez. Il y avait Aznavour habitait à la Napoule, et on allait toujours Macias, qui habitait aussi à Saint-Tropez, Carlos. Bon, voilà. Donc, c'était un peu toujours les mêmes, quoi. Et les années creuses, eh ben, c'est eux qu'on faisait, voilà. Alors, il y a eu des années très fortes, et je crois que l'un de vos premiers scoops, c'est, je crois, que la dernière photo de Charlie Chaplin dans sa maison de Vevey, Daniel Angeli. Alors, cette photo marque veut dire que dans ce métier, il faut avoir de la chance. Si on n'a pas de chance, et j'ai connu beaucoup de photographes qui avaient la poisse et qui étaient jamais là le jour où il fallait, etc. Et là, j'ai eu une chance extraordinaire. J'étais allé faire Robert Redford. J'avais une information qui était dans une petite station en Suisse. Et pour aller à cette station, il fallait passer au-dessus de Vevey. Et on savait qu'en s'arrêtant au bord de l'autoroute, on voyait la propriété de Charlie Chaplin. De Charlie Chaplin. Et j'avais mes jumelles dans le coffre, etc. J'ai pris un télé de 500 mm que j'avais derrière pour m'en servir de jumelles. Et au moment où je regarde, il y avait le portail de l'entrée de la propriété de Chaplin. Et à ce moment-là, passe Chaplin dans une chaise roulante, poussé par sa fille, sa femme, Oana, et sa fille, Géraldine, faisait tourner une crécelle. Et c'est 5 photos qui sont les dernières photos de Chaplin. Il est mort 2 jours après. Et moi, je me souviens justement, mon premier reportage, il est venu à Paris, quelques mois avant. Oui. On le portait, mais il était en même temps heureux d'être là, heureux d'être reconnu, parce qu'il a eu quelques soucis, notamment aux États-Unis et en Angleterre. Et puis, alors, cette photo de Gianni Agnelli dont vous parlez, sautant de son bateau, ce cliché a fait scandale. Il faut savoir que Agnelli, c'était à la fois le roi de l'industrie et puis un playboy invétéré. Et là aussi, vous l'avez mitraillé à plusieurs reprises. Oui, parce qu'on savait que tous les 14 juillet, il descendait. Il avait 2 bateaux. Saint-Jean-Cap-Ferrat, et il venait à Saint-Tropez pour saluer le chef d'orchestre, Von Karajan. Ils étaient amis et amateurs de bateaux. Il se trouve que j'ai fait une série, d'ailleurs en concurrence avec James, en dansant, mais c'est la mienne qui est la plus passée. Je vais un meilleur angle, vraisemblablement. Et c'est Gianni Agnelli sautant tout nu dans la mer. Bon. Et à l'époque, il avait été enlevé le PDG Fiat France. On demandait une forte rançon. Et pendant ce temps-là, le propriétaire de Fiat, Ferrari, etc., plongeait dans la mer. Voilà. Et ça a fait scandale. Alors c'est drôle parce que plus tard, il m'a donné un rendez-vous 2 ans après. Et je suis allé Villa Perosa, où il habitait, à Turin. Et quand, sa femme m'a accueilli sur le perron de la maison. J'étais accompagné des gens de la presse, du directeur de Oggi, Gente, parce qu'il avait tous les journaux étaient à lui. Bon, donc il passait ce qu'il voulait. Les photos qui lui plaisaient pas de lui, boum, ça sautait en l'air. Donc je vais dans son bureau et là je vois sur son bureau mes 4 photos où il saute à poil dans la mer. Ils les avaient mis dans un cadre et posés sur son bureau. Un autre milliardaire aussi a été très proche de vous, c'est Aristote Onassis. Moi, je me souviens de lui à Paris, le soir, la nuit, au privé, où je faisais des enquêtes journalistiques. Il était là, tranquillement, le soir. Oui. À Monaco aussi, il y avait à l'hôtel de Paris un couloir qui avait été créé pour qu'il puisse, en cachette, aller passer la nuit dans la chambre de la Calas. Et vous avez créé des liens avec Onassis aussi. Des liens très forts. Il avait un charisme pas possible. Et puis... son toubib lui avait dit
de marcher. Et tous les soirs, on partait du 88 avenue Foch, où il habitait, jusqu'à l'Étoile, et on revenait. Et je mettais mes boîtiers dans la voiture, et on parlait. Et un jour, il m'a dit, mais comment vous faites à être là à chaque fois que je suis à Paris? J'ai dit, monsieur Anaïs, on passe, on voit de la lumière chez vous, et on se dit, il doit être là. Et là, on attend parce qu'il allait chez Maxime, enfin, puis souvent chez la Calas. C'était ça qui était intéressant. Quand il épouse Kennedy, il continue à aller chez la Calas quand même. Bon. Voilà, c'est sa vie privée, et vous l'avez suivi. Vous n'avez qu'un regret et un moment dramatique, c'est la mort de Lady Diana. Ça a changé votre vision de la photographie, d'ailleurs, Angélique. C'est drôle ce que vous me dites, parce qu'on en a parlé il y a 2 ou 3 jours. On nous a montré du doigt à l'époque comme responsables, mais en fait, on ne l'était pas. C'est Diana qui est venue nous chercher quand elle vient à Saint-Tropez, qu'elle plonge tous les jours devant chez Al-Fayed, etc. C'était un peu pour faire un pied de nez à la famille royale, je pense. Et le soir de l'accident, Henri Paul vire le chauffeur, prend sa place, il est sous Prozac, etc. Et il essaye de nous semer. Je me souviens de lui faisant un doigt. On était dehors du Ritz et nous faisant ça. Et la voiture était partie de derrière. Bon. Mais ça a tout changé, mais on avait une responsabilité, oui, puisqu'on était là et qu'ils ont tout fait pour nous fuir. Mais en fait, un des photographes, dont je ne citerai pas le nom, a réussi à suivre la voiture jusqu'à place de la Concorde. Et là, Diana lui a fait un sourire, et ça avec la main. Donc, ça l'embêtait pas. Au contraire, elle voulait cette presse, vous voyez. Et malheureusement, ça s'est terminé tragiquement. Très mal, ouais. On va continuer à parler de vous avec une autre date, le 7 août 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Daniel Angéli. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Daniel Angéli. Depuis le 7 août 2021 jusqu'à la fin du mois de janvier 2022, sur le toit de la Grande Arche de la Défense, le quartier d'affaires de Paris, il y a une exposition de 200 photos de votre carrière, et une exposition, mais vraiment des clichés mythiques. Pourquoi cette exposition et comment est-elle née, Daniel Angéli? Alors, c'est mes filles qui travaillent avec moi depuis la mort de Johnny, où j'ai été 20 ans son photographe, donc on a conçu des bouquins, cherché des expos, etc. Et on a proposé aux dames qui s'occupent de cet endroit magnifique, très spacieux, de la Défense, une exposition. Alors, elles nous ont demandé d'envoyer les photos. Mes filles ont envoyé 300 ou 400 photos, et là, c'était pour 1 mois au début. Et quand elles ont vu le matériel que j'avais, on a poussé jusqu'à 7 mois. On sera encore sur le toit de la Défense à Noël et au jour de l'an, voilà. Vous avez combien de photos finalement? Vous savez combien de photos vous avez? C'est incroyable, parce que, si vous voulez, entre les festivals de Cannes et ma longévité de carrière, parce que j'ai commencé à 15 ans comme Raymond Depardon, et j'ai arrêté de travailler il y a... je vais avoir 78 ans là ce mois-ci, mais j'ai travaillé jusqu'à 72, 73 ans, voilà. Donc c'est 30 festivals de Cannes, autant de Deauville, autant de saisons à Saint-Tropez, Saint-Maurice, Gstaad, enfin... Et j'ai photographié la Terre entière.
Voilà. Et personne n'imaginait, et surtout pas à vos débuts, que ça serait une valeur historique aussi importante, Daniel Angeli. Oui, alors, de ce côté-là, j'ai eu la chance de traverser une période qu'on ne vivra plus jamais. C'est-à-dire, vous voyez, par exemple, là, aujourd'hui, il n'y a plus de stars, il n'y en a plus, ok. Et ce métier est en train de se perdre. La presse papier va disparaître tôt ou tard. Vous voyez, je suis tombé dans les meilleures années. Où des grands bonhommes comme Agnelli, Johnny Hallyday, etc. Des princesses comme Diana, on verra plus jamais une période pareille. Il y avait de l'argent, il y avait du faste, il y avait une joie de vivre aussi, Oui, Daniel Angeli. des fêtes. Alors, ces photos, donc, dans l'exposition qu'on peut voir, sont classées par catégorie. Il y a des photos étonnantes parce que vous avez notamment une photo avec Simone Veil. Alors, c'est drôle, c'est une de mes photos préférées. Elle passait dans une rue, elle faisait des courses dans Saint-Tropez. Je lui ai demandé, madame, un rendez-vous. Elle m'a dit tout de suite, si vous voulez, demain matin, 9h30, au-dessus de Sainte-Maxime, qui était en face, chez Bleustein Blanchet, qui étaient les propriétaires de Publicis. De Publicis, exactement. Et elle nous a donné un rendez-vous avec toute sa famille chez Bleustein Blanchet, dans la piscine, posant pour nous avec son mari, etc. Elle a été formidable, quoi. Et personne n'imaginait qu'un jour elle serait au Panthéon. Personne. Alors, les festivals de Cannes, vous en avez fait 30 et vous avez photographié les plus grandes stars au pied des marches. Ça va de Arletty à Claude Lelouch, en passant par Fred Astaire et Johnny Weissmuller, qui sont aujourd'hui des légendes. Oui. C'est vrai qu'on est... Là aussi, je suis tombé sur des bonnes années. Fellini a présenté 2 films. Je suis tombé dans les années où le cinéma américain montait très fort, etc. Donc j'ai vu beaucoup de gens au Festival de Cannes. Oui. Et là, il n'y avait pas les gardes du corps et les agents pour vous empêcher de faire des photos. Ça se passait en toute intimité, en toute amitié. Oui, il y avait quand même au Palais des Festivals la sécurité, les gens de sécu, etc. Mais on avait... les équipes de films posaient pour nous. Ils le font toujours d'ailleurs maintenant. Hein. Il s'est créé... Moi, j'avais en bas des marches une croix, c'était ma place. Personne n'y touchait. Voilà. Il fallait défendre son beefsteak de cette manière, mais c'était facile d'y travailler au Festival de Cannes. C'était plus artisanal que industriel aujourd'hui. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, je vois pas comment je pourrais faire une carrière dans la photo, vous voyez. Ou alors, faudrait que je fasse autre chose. Mais la photo qui est d'ailleurs exposée sur le toit de l'Arche de la Défense avec Johnny Weissmuller, on a oublié qu'il non seulement il était Tarzan, mais il a été un grand nageur. Il a remporté 52 titres de champion des États-Unis. Oui, je savais ça, oui. Et établi 28 records du monde qui ont mis des années à être battus. Et puis, vous avez aussi au Festival de Cannes filmé cet instant. On s'est connus, on s'est reconnus. Vanessa Paradis sur la scène, s'approchant de Jeanne Moreau et chantant le tourbillon. Ça, c'est un grand moment. Vous avez vu toutes les photos, alors? Oui, bah oui. C'est un grand moment. Ça. Quel souvenir en gardez-vous? Parce que c'est mythique, ça aussi. Formidable. C'est les grands... Vous savez, les festivals de Cannes se suivaient, mais c'était pas toujours bon pour nous. Il y avait des festivals de Cannes creux, et d'autres énormes. On a vu j'ai fait Grace Kelly sur les marches du palais. Vous voyez,
Et il y avait des années où il se passait moins de choses. Oui, grâce qu'il était venu, je crois, faire le commentaire d'un film pour sa fondation. Et il était venu quelques jours à Cannes, à la surprise générale, personne ne l'attendait. Mais Vanessa Paradis, Jeanne Moreau, dans ces moments-là, qu'est-ce C'est qu'on sur ressent? une scène. Oui, qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on ressent une émotion particulière dans ces cas-là? Oui, qui on sent, si vous voulez, on le sent quand c'est une grosse, quand on fait une grande image. C'est visible que puis Paradis et Moreau, des générations tellement différentes, si vous voulez, qui chantent ensemble. Ouais, c'était extraordinaire. Et alors, il y a aussi les familles royales que vous avez immortalisées sur la Oui. pellicule. Dans cette exposition, il y a il y a des photos de la reine Elisabeth, mais aussi de la reine mère, qui était une bonne vivante. Je crois qu'à 100 ans, elle buvait encore Oui, son brandy tous les soirs. Alors, on allait tous les ans à un lieu qui s'appelle Badminton, où il y avait des concours hippiques, enfin, etc., suivis par la famille royale, où participaient le prince Charles, Anne d'Angleterre, enfin, etc. Et on nous permettait beaucoup de choses. La messe le matin, la reine donnant à manger à ses chiens. Enfin, moi, ça m'a permis d'avoir des archives sur l'Angleterre incroyables. La reine avec 3 Leica elle était elle-même paparazzi, parce que il y a une photo très grande de la reine debout avec tous ses appareils photo ouverts. Ce qu'on ne pourrait pas imaginer aujourd'hui, parce qu'il y aurait un service d'ordre. Mais tout ça se faisait en toute amitié, en toute confiance, Daniel Angeli? Oui, on nous apportait à déjeuner aussi. Le soir, on était dans des hôtels. Et je ne sais pas, je crois que c'était un comte français qui avait ce château. Je suis pas sûr. C'était le château des Ducs de Beaufort. Ouais. Et on dit que le badminton, justement, le jeu, est né dans ce château, Voilà. d'où le nom de badminton pour la ville. Et puis, vous avez aussi photographié des choses, Valéry Giscard d'Estaing, à Brégançon. Encore une fois, ce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Alors, d'abord, c'est pas à Brégançon. C'est à Saint-Jean. Il était chez des amis à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et j'ai été pris au tirage. On a donné nos noms. Et James, heureusement, n'était pas là, parce que Angélie Andanson, il aurait été devant moi. Bon, il était en train de faire Béco. Et il y a eu un photographe d'Hebdo, moi, de Choisy, et un photographe de Quotidien. Et donc, on est rentré à 2. On a déjeuné avec le président. Et après, il m'a demandé à moi, qu'est-ce que vous voulez faire comme photo? Je lui ai proposé une photo de famille, il n'a pas voulu. Il a dit, vous ferez mon bain. Et on est descendu, il a étalé sa serviette, il a plongé, il est remonté, et c'était fini. Voilà. Et j'ai eu, à cette époque d'ailleurs, Marcel Dassault a fait appeler l'agence pour avoir les photos. Ils avaient fait 7 ou 8 pages dans le Jour de France avec ces images-là, voilà. Et puis Johnny. Alors Johnny, votre amitié, ça a été 17 ans de complicité totale. Ouais, écoutez, c'est un virage dans ma carrière. D'ailleurs, il disait des fois en promo, il a souvent dit, c'était un paparazzi, j'en ai fait un photographe. Voilà. Bon. Et ces 20 ans extraordinaires que j'ai passés avec un homme hors du commun. Voilà. On n'en aura plus des Johnny Hallyday, c'est sûr. C'est-à-dire que c'était un grand artiste, c'était un bon vivant, il fallait faire le choc avec lui. Et puis, là aussi, je suis arrivé dans les années où il a fait les plus grands trucs, c'est-à-dire le Stade de France, la Tour Eiffel, le Parc de Sceaux, et puis après, on a passé 1 mois et demi à l'Olympia. Enfin bon, j'ai dû faire 400 ou 500 concerts avec lui, quoi. Et à chaque fois, il vous cherchait, il cherchait votre appareil, même quand il chantait. Oui. Non, il décrivait. J'allais à la loge, et puis en tournée, c'était toujours le même spectacle. Donc, il y a des fois,
j'allais me mettre dans le public et je m'assoupissais. Et un jour, je suis arrivé dans la loge et il m'a dit, je t'ai vu ce soir, tu étais à gauche, tu as dormi. Oui, car il voyait tout. Tout. Il avait quelque chose de plus que les autres, Johnny. Oui, d'abord, le charisme. Son public, il le tenait dans la main. C'était vraiment un grand artiste, un homme de scène incroyable. Les gens qui ont chanté avec lui avaient la frousse les duos, vous savez, qu'il avait fait au stade. Enfin, et on est devenus vraiment très amis, très très amis. C'est-à-dire qu'au début, il m'intimidait. Et puis, les années ont passé. Et puis après, j'étais vraiment... On était potes, quoi. Et je disais, par exemple, quand il fait le Parc des Princes, sur cette nacelle qui descend comme ça, ça durait, allez, on va dire, pour descendre 2 minutes. Mais je disais, à quoi tu penses quand tu es sur ce truc, tu vois ces milliers de personnes en bas, à quoi tu penses? Il me dit, à ce qu'on va manger ce soir. Et puis, dans cette exposition, il y a une photo de quelqu'un qui nous est très cher à Sud Radio, c'est Brigitte Lahaie, que vous avez photographiée. Oui. J'ai fait un rendez-vous. J'ai fait un rendez-vous à l'époque. Il y a eu, effectivement, mes filles. Sans mes filles, j'aurais jamais fait cette expo. Parce que tout mon matériel était mélangé, fallait choisir, trouver, etc. Et elles m'ont aidé considérablement. Moi tout seul, il y a des... Entre Johnny Hallyday, les 20 ans que j'ai passé avec lui, les négatifs, etc., parce que c'était avant le numérique, tout ça. Après est né le numérique. Donc, toutes mes archives numériques sont à Bêche Images chez Michel Marchand. Alors, et Brigitte Lahaie, alors, vous vous en souvenez? Ben, écoutez, oui, je m'en souviens parce qu'elle était avec... je me souviens plus de son nom. Avec René Château. Un ami de Belmondo qui avait un cinéma. René Château. René Château. Oui. C'est par René Château que j'ai eu ce rendez-vous. Voilà. Bah écoutez, on la retrouve tous les jours sur Sud Radio de 14h à 16h. Oui, je sais. Voilà. Oui. Et elle est en plus immortalisée dans cette exposition que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent, qui est donc jusqu'à janvier 2022 sur le toit de la Grande Arche de la Défense, le quartier des Affaires, juste à côté de Paris. Voilà. Merci Daniel Angéli d'avoir vécu tout ça, de nous le raconter, et puis continuer parce qu'il y a encore... C'est moi qui vous remercie. Écoutez, et mes remerciements ne sont pas un cliché. Merci, les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve... Vous allez y aller bien sûr. un jour. Bien sûr. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.